parti alors. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter mon axe de sol. Au sujet des trous noirs, j'ai intitulé ma petite présentation du physique à la physique des trous noirs. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas professionnel des trous noirs, c'est vulgarisé. Donc je vais omettre certains détails qui sont un peu compliqués, d'accord? Mais normalement, vous comprendrez tout. J'ai décidé de vous mettre cette petite animation GIF en première diapo. Je pense qu'on reviendra dessus, parce que c'est souvent une image qu'on voit, une représentation des trous noirs. Et en fait, c'est un peu une idée faussée. Enfin, on a l'impression qu'en fait, un trou noir, là, vous voyez, il y a des rayons en dessous, des rayons qui tournent devant, derrière. On reviendra un peu sur cette représentation plus tard. Je voulais en bulle. Si tu peux passer la diapo alors, s'il te plaît. Je voulais vous donner mes sources d'inspiration profonde pour cette présentation. J'ai lu pas tout lu, quelques recueils de Stephen Hawking concernant les trous noirs, aux éditions Duno, la collection dans la plage, c'est génial, vulgarisé, donc Einstein à la plage. Et enfin, j'ai regardé des reportages sur Arte qui sont aussi excellents, je vous les conseille, si jamais vous voulez plus de détails sur l'anatomie d'un trou noir et les œuvres du cosmos, et ceci. Et enfin, mes connaissances. Voilà un petit peu. Donc nous pouvons commencer. On parlera d'abord de la découverte des trous noirs. J'ai choisi de commencer à certains endroits bien précis. On pourrait commencer il y a bien longtemps. On commencera en 1915. C'est un choix personnel. Voilà. Ensuite, on abordera la physique et le physique d'un trou noir. Pas la même chose. Et enfin, on parlera des théories aujourd'hui sur les trous noirs. Voilà. J'ai mis plein de petites animations. On va sûrement falloir cliquer plusieurs fois sur la petite. Alors, en 1915, on va commencer donc avec Einstein, Albert Einstein. En 1915, on est encore avec la théorie de Newton de la gravitation, qui est le rafraîchissement pour tout le monde. Newton pense que, en fait, si la Terre tourne en orbite autour du Soleil, c'est que le Soleil exerce une force qui est réciproque sur la Terre, qui crée une accélération et qui dévie donc la trajectoire de la Terre en orbite, presque circulaire, autour du Soleil. Bon, Albert Einstein se dit quelque chose qui ne va pas. Comment on pourrait expliquer en fait cette force? Ce n'est pas de la magie, ça ne vient pas de nulle part. Et en fait, il va remettre en cause la notion d'espace et le temps. Il va dire non, il y a l'espace-temps. Donc l'espace-temps, c'est dimension. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Et en gros, lui dit bon, plus on a en fait une masse importante sur l'espace-temps, plus en fait elle va courber. Attention, je vais employer un mot. Les géodésiques, c'est en fait ces lignes sur l'espace-temps. Je sais pas si vous présenter un petit peu, vous avez dans l'esprit ces lignes. Plus la masse est importante, plus elle va courber l'espace-temps. Et en fait, imaginez, je prends une surface un peu en tissu, et dessus je mets une petite boule de pétanque. Et bien si je lance en fait une petite bille avec des conditions initiales, peu importe, elle va pouvoir se mettre en rotation autour de la boule de pétanque, parce qu'en fait le tissu est un peu courbé. C'est exactement ce qui se passe en fait selon Einstein avec par exemple le Soleil qui courbe l'espace-temps, et donc nous on tourne autour du Soleil parce qu'on suit en fait cette courbure de l'espace-temps. Donc il va émettre pas mal d'hypothèses, pas mal de nouvelles équations, et une année après, en 1916, sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, on a Karl Schwarzschild qui émet une solution, trouve en fait une solution à une des équations d'Einstein. Et en fait, cette solution, il l'appelle la singularité, et elle possède un rayon de Schwarzschild. En fait, on verra plus tard que c'est un type de trou noir. On va faire une petite ellipse narrative, et on s'envoie en l'air en 1965. Ici, je vous ai mis une petite photo. Une petite photo, c'est pas une photo dans le visible. Attention, ce que vous voyez n'est pas bleu, le blanc. C'est une photo dans les rayons X. Et donc son petit nom, si vous voulez bien, c'est la photo de Cygnus X1 par le télescope spatial Chandra. Et on la doit cette photo à deux scientifiques. Ah, on a un peu cher. La première, c'est Louis Webster, et
Ils sont décédés. Et Paul Murdin, qui lui est toujours en vie, mais ce sont les premiers à avoir pris donc, une photo de ce qu'on a découvert comme étant en fait un trou noir. Cygnus, est-ce qu'il se trouvait dans la constellation ici? X, parce que c'est pas payant, X. Et One, vous l'aurez compris, c'était le premier. Okay. Petite seconde ellipse temporelle. Alors, je vous ai mis un deuxième nom. Alors, je ne pense pas que vous le connaissiez, peut-être dans l'assistance. Est-ce que quelqu'un connaît ce petit nom? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non, d'accord, bon, je vais vous donner un indice. Alors, G c'est pour Gravitational, W c'est pour Waves, et le 150914 c'est pour le 14 septembre 2015. Qu'est-ce qu'on a découvert le 14 septembre 2015? Ouais, on a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles. Waouh! On peut, si vous voulez, waouh! Je vous ai proposé deux photos. Donc, ces ondes gravitationnelles, elles ont été découvertes, plutôt détectées donc en 2015, avec ce qu'on appelle donc, le LIGO. Donc, le LIGO, c'est le Laser Gravitational Wave Observatory. Il y en a deux, un à Hanford, un autre à Livingston. Il y a d'autres expériences de ce même type. Donc, il y a Virgo, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui situe plutôt un projet en Europe. Donc, ce sont en gros deux bras. Ça peut marcher. Un bras ici, un bras ici. Exactement la même chose de ce côté-ci. Ces bras font approximativement, précisément 4 km de long. Et donc ça marche en fait par interférence. En gros, on envoie un laser, il revient. Et donc dans les deux bras, et si en gros ils arrivent avec des interférences constructives, tout va bien. Et dès qu'on détecte en fait une anomalie dans l'espace-temps due aux ondes gravitationnelles, on a un décalage, interférence, on peut avoir des interférences destructives, et là on reçoit un signal. Si vous voulez, est-ce qu'on a du son? Parce que si vous voulez, j'ai glissé dans cette présentation sur la petite photo de gauche le son qui a été mis en fait lors de la détection de ces ondes, si ça marche pas. Ok, bon. En gros, ils ont détecté, donc, ils avaient des prédictions, ils ont détecté ces ondes et, avec un petit bruit qui faisait. Et ils ont découvert donc, ces ondes en 2015. Ça, c'est génial, c'est la preuve en gros que Einstein avait raison et que les ondes gravitationnelles ont en fait de l'espace-temps, de l'espace et du temps. Et en fait, on a découvert que ces ondes gravitationnelles, c'était le résultat de la création, même des fois de fusion. Eh bien, nous pouvons peut-être passer à la suite. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 en relation avec le trou noir? C'est une reconstitution d'image, ouais, parce qu'on ne peut pas prendre une photo du trou noir, on verra pourquoi après. Alors normalement, on peut l'afficher. C'est possible. Voilà. En fait, petit teaser pour après, on ne peut pas prendre une photo d'un trou noir puisque la lumière, quand elle passe un certaine zone, ne peut plus sortir du trou noir. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est une sorte de négatif en fait. Enfin, ça se fait. En gros, Katie Booman, donc en 2016, travaille avec MIT, et donc elle travaille sur un programme informatique qui permettrait d'obtenir cette reconstitution d'image d'un trou noir. Et donc en 2019, elle est très heureuse de voir que son code, qui a 3 ans, voire plus qu'elle a travaillé dessus, a permis d'aboutir à cette promesse. Sauf que en 2019, on s'est dit, oui mais attendez, elle n'est pas docteur, le mérite de cette découverte ne revient pas à elle. Il ne faudrait pas croire quand même que cette fille-là, qui a fait tout toute seule, rendons plutôt hommage en fait aux vrais scientifiques. Cette image du trou noir. On connaît encore ça en fait, ce s'appelle l'effet Matinal, je ne sais pas si vous avez entendu parler. D'accord. Ok. Et en fait, donc il y a une vague un peu de haine, de harcèlement aussi envers sa personne, en disant qu'elle n'était pas légitime en fait
recevoir une partie du mérite dans cette découverte. Je vais vous en parler. C'est-à-dire que ça existe toujours. Il faut prendre un César. Bon. Alors, on va passer un petit peu sur le côté technique. Désolé, ça la luminosité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un trou noir. Donc déjà, bon, il en existe plusieurs. On va pas, plusieurs types de trous noirs. On va s'intéresser en général à ce type de schéma. Donc en fait, ce que vous avez dans un trou noir, vous avez la singularité. Donc ce que vous regardez en fait quand vous êtes dans l'espace-temps, c'est ce qui compte au maximum de l'espace-temps. C'est une concentration en masse énorme de matière dans un point précis de l'espace. Okay. Vous avez un rayon de Schwarzschild en fait, qu'on pourrait appeler le rayon de Schwarzschild. Et en fait, tout ce qui rentre dans ce rayon ne peut plus jamais ressortir et donc finit vers la singularité. Et autour, vous avez un disque d'accrétion. Et donc la limite en fait entre le disque d'accrétion et la zone en fait où vous ne pouvez plus, zone de retour, s'appelle l'horizon. Des fois, vous entendez aussi l'horizon des événements. Voilà. Je vous ai mis une petite photo juste après. Voilà. Alors pareil, c'est des. En plus, c'est génial. Pareil, ce sont des reconstitutions. Là, j'ai pris une image pour vous permettre de vous rendre compte. Ici, en fait, on aurait. Ici, vous auriez la singularité, le rayon ici qui est tout petit, et après tout le disque d'accrétion. On considère le rayon de Schwarzschild d'un trou noir, il est proportionnel à sa masse. On va avoir quelques petites propriétés maintenant du trou noir. Peut-être vous avez entendu. Vous avez peut-être entendu la célèbre citation qui nous vient de John Wheeler, dans les années 70. Un trou noir n'a pas de poils. Alors, théoriquement, il a dit en anglais, il a dit Black hole has no air. Un trou noir n'a pas de cheveux. Sauf que nous, en France, on était un peu bon, là, un trou noir, là, on n'était pas trop au second degré. Et donc, il y a une traduction, voilà, n'a pas de poils. En gros, ce qui veut dire que, en fait, c'est le théorème de la clavicule, je ne rentre pas beaucoup dans les détails, parce que c'est très complexe, mais parmi des suites de travaux de chercheurs, dont Stephen Hawking, on a réussi à trouver qu'en fait, un trou noir avait une masse propre, une charge électrique, et un moment cinétique. Donc ça, ce sont les caractéristiques propres d'un trou noir. J'ai trouvé ça intéressant de le préciser dans la physique d'un trou noir. On va avoir un effet des trous noirs aussi juste après, qui s'appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Ça, c'était une des preuves qu'a pu avancer Einstein pour dire qu'il y a des formations de l'espace-temps. En gros, ce qui se passe ici, nous sommes ici. Ici, nous avons donc la masse qui pèse, la masse qui courbe en fait l'espace-temps. Et ici, on a par exemple l'étoile qu'on observe. Et en fait, on s'est rendu compte, en observant les étoiles, que des fois, on voyait, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, on voyait deux fois en fait la même étoile. Ça s'explique comment dans la théorie en fait de Newton, un rayon lumineux va en ligne droite. Sauf quand il change de milieu, il est dévié. Ça ne permettait pas d'expliquer en fait ce phénomène. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à l'approche d'une masse importante, une courbure de l'espace-temps, les rayons lumineux étaient déviés. Ce qui se passe donc ici est dévié. Le cerveau humain, dans sa tête, en fait, le cerveau s'est dit, les rayons viennent en ligne droite, c'est Newton qui l'a dit. Et puis le rayon, les mirages, on voit comme si c'est tout droit en fait. Donc, vous pouvez passer une petite image, je ne sais pas si je peux l'expliquer. En gros, on va avoir deux images en fait du même objet. Les rayons qui sont déviés ici, on va voir qu'il est en ligne droite. On verra donc une image de l'objet ici, de la seconde. Et c'est en fait ce qui se passe quand vous repensez en fait à l'image que je vous ai montrée. La représentation du trou noir de tout au début, en fait, c'est l'effet de lentille gravitationnelle. Les rayons ne vont pas en ligne droite, ils sont déviés, une fois vers le haut et vers le bas. Donc on a l'impression qu'en fait il y a un disque dessus, mais c'est le même. Voilà. Voilà pour l'effet de lentille gravitationnelle. Si jamais l'envie vous en prend, comment devenir un trou noir? Donc j'ai simplifié aussi un petit peu. Hein.
Là, il va falloir appuyer. Alors, première question à se poser, est-ce que je suis une étoile massive? Alors 40 fois MO, c'est pas le bon petit mot que j'ai, mais c'était pour dire 40 fois la masse du Soleil. Alors, deux propositions, deux réponses, soit oui, soit non. Dans le cas oui, il y a tout un cycle qui me conduit, donc de géante bleue, géante rouge, supernova. Et enfin, vous devenez étoile à neutrons ou à trou noir. Ou un trou noir, pardon. On peut encore avancer un petit peu. C'est une question de masse, encore ça, je ne rentre pas dans les détails. Encore un petit peu. Voilà. Si, malheureusement, je ne suis pas une étoile massive, je vais devenir une géante rouge, une nébuleuse, puis une naine blanche. C'est le cas de notre Soleil actuel, en fait. Il n'est pas assez massif pour finir sa vie en trou noir. Voilà. Donc en fait, tout dépend de la masse initiale des étoiles. Enfin, je voulais vous parler de petites théories actuelles sur les trous noirs. Il y en a principalement deux, et après je me suis permis de rajouter un petit commentaire. Stephen Hawking pensait que en fait, les trous noirs pouvaient être déportés vers d'autres univers. On n'en a pas du tout encore la preuve, la certitude. C'est d'autant plus compliqué qu'en fait, quand vous arrivez donc, à l'horizon de l'événement, il se passe un phénomène, en fait, la gravité varie tellement de manière énorme en si peu de déplacement que vous déplacez. Vous êtes sur Terre, je pense que vous avez peut-être entendu parler, mais nos pieds vieillissent un peu plus. Alors, je crois que c'est un peu moins peut-être. Parce que la gravité ici est plus importante ici. De pas grand-chose. Oh là là, c'est juste pas grand-chose. Et bien, dans un trou noir, c'est tellement important qu'en fait, vos pieds sont beaucoup plus. Enfin, sont tirés beaucoup plus, plus importantes que votre tête. Il se passe ce qu'on appelle la spaghettification. Okay, vous êtes étiré. Ça, attention. La spaghettification, ça se passe que dans des petits trous noirs. Dans les gros trous noirs, ce phénomène, il est moins ressenti quand même. Je vous conseille, si ça vous intéresse, pour plus de détails, d'aller regarder le reportage d'Arte. Beaucoup mieux que moi. Mais retenez, petit trou noir, spaghettification. Beaucoup d'autres pensent qu'effectivement, ce sont des corps célestes un peu sans intérêt, dans le sens où le centre d'un trou noir, en fait, la densité de matière est tellement importante qu'à l'échelle en fait, de la matière, on aurait une propre dimension. Et donc, au final, c'est pas trop ce qu'on aurait à faire à l'intérieur. Dans tous les cas, je voulais terminer un petit peu par ça, par l'étude des ondes gravitationnelles, en fait. Les trous noirs, c'est super intéressant. Dans le sens où, en fait, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que je pense que mon vocabulaire ne va pas être adapté, mais on peut déterminer, en fait, la distance à laquelle se trouvent des trous noirs, en fait, de par la longueur des ondes, des ondes gravitationnelles qu'on reçoit. En fait. Il y a des gens, c'est leur métier, c'est fantastique. Donc on peut prévoir, en fait, depuis combien d'années ont été émises ces ondes gravitationnelles, et on peut en déduire, en quelque sorte, je mets vraiment des guillemets, la taille de l'univers. En gros, ça permettrait de destimer en fait l'âge et la distance. En fait. Mais tout ça pour vous dire que si jamais vous trouvez à côté d'un trou noir, mais je trouve que c'est super intéressant de parler un petit peu des corps célestes comme ça, parce que ça fait un peu rêver. Et si jamais vous êtes désireux d'en savoir plus, je vous conseille réaliser une petite conférence avec des invités prestigieux. Donc je pense qu'ils en diront un peu. Je pense qu'il y aura plus de contenu. Et de ce que je vous ai présenté, je vous invite à suivre cette présentation. Normalement, on va terminer. Merci.